Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un rituel quasi universel, la routine matinale. Ah, la fameuse routine matinale. Oui. Mais on va l'aborder sous un angle un peu inattendu. Notre source, ce n'est pas une étude sociologique. C'est un simple guide de vocabulaire français pour débutants. D'accord. Une cinquantaine de mots, des phrases d'exemple, a priori rien de très excitant. Sauf que notre mission, c'est justement de faire parler cette liste. On va la traiter comme un artefact culturel. J'adore l'idée. Et voir ce que ces choix de mots, parfois très simples, révèlent sur le quotidien, les habitudes et peut-être même les non-dits de la vie en France. C'est une plongée dans l'inconscient de la langue. C'est une excellente approche, parce que c'est exactement ça. Une langue n'est jamais neutre. Même le vocabulaire le plus basique, celui qu'on apprend en tout premier bain, il est le résultat de choix. Il découpe la réalité d'une certaine façon. C'est ça. Pourquoi ce mot-là et pas un autre? Pourquoi cet exemple? C'est une sorte de cartographie des priorités d'une culture. Du coup, on va suivre cette carte étape par étape pour voir où elle nous mène. Parfait. Alors, allons-y. Plongeons directement dans le vif du sujet. Le réveil. Ce moment, souvent un peu redouté. On peut le dire, oui. La source nous donne les bases. Se lever, l'heure, l'alarme. L'exemple, c'est d'une simplicité totale. Je me lève à 7h30 le lundi. Difficile de faire plus direct. Oui, mais Mais, y a-t-il déjà quelque chose à lire entre les lignes ici? on commis. Déjà, ce qui est fascinant, c'est la distinction que la source fait tout de suite entre l'alarme et le réveil. Pour elle, ce ne sont pas des synonymes. Ah bon? Non. L'alarme, c'est le signal, la sonnerie. L'exemple est très factuel. J'ai oublié d'activer mon alarme. Bon, c'est une erreur technique, un oubli. D'accord. Mais pour le réveil, qui est l'objet mais aussi l'action, l'exemple donné, c'est « son réveil a échoué ». Et là, Ah oui, c'est pas la même chose. pas du tout. On bascule dans quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est plus la machine qui est en cause, c'est l'acte même de revenir à la conscience qui a raté. C'est une nuance presque existentielle, quoi. C'est incroyable de trouver ça dans un guide pour débutants. Cette finesse, est-ce que c'est une particularité du français de séparer l'objet, l'action, le signal de manière si poétique? C'est une excellente question. Beaucoup de langues ont des mots différents, mais la façon dont le français oppose ici l'échec, disons, mécanique de l'alarme à l'échec presque humain du réveil est assez révélatrice. Ça montre comment la langue découpe l'expérience. Voilà. Le français choisit de séparer la cause technique de la conséquence intime. Et pour adoucir ce moment, la source mentionne d'ailleurs une alternative saine, le réveil naturel avec le soleil. Comme pour dire qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de se réveiller. C'est un peu ça, on est déjà dans un jugement de valeur. C'est fou. Et pour le contexte de ce réveil, on nous parle du matelas et de l'oreiller. Et là, attendez, l'exemple pour l'oreiller, il est formidable. Ah oui. Je dors avec 2 oreillers. Un pour la tête, un pour élever mes jambes. Le guide de vocabulaire nous donne des astuces de bien-être maintenant. C'est beaucoup plus intime qu'on ne l'imaginerait. Carrément. Et c'est une technique d'apprentissage très maligne. En donnant un détail si personnel, presque une confidence, le guide ne fait pas que définir un mot. Il crée une image mentale forte, une connexion émotionnelle. On ne retient pas juste le mot. Non, on retient l'idée, l'habitude de cette personne. La langue devient incarnée. Elle prend vie dans un quotidien très concret, avec ses petites manies. C'est dingue de voir autant de nuances dans le simple fait de sortir du lit. Une fois qu'on a réussi cet exploit, j'imagine que le premier choc, c'est le miroir de la salle de bain, hein? C'est la suite logique du programme, en effet. On passe à la préparation dans la salle de bain. Les verbes clés, se laver et se brosser les dents. Et là encore, on va trouver des choix culturels. Très fort, oui. Prenez la fameuse opposition entre la douche et le bain. L'exemple donné, c'est « Je préfère la douche au bain, elle est plus rapide, surtout quand je suis en retard. La justification, c'est la vitesse, l'efficacité, ». C'est ça. On aurait pu imaginer d'autres raisons. L'écologie, le manque de classe. Exactement. Mais non, le guide choisit l'argument de l'urgence, de la course contre la montre. Ça dépeint un mode de vie urbain, pressé. Le bain, ça devient un luxe, un loisir. Et la douche, un outil de productivité. Précisément. Et on retrouve cette même logique de praticité avec les produits. L'exemple dit « Je préfère le gel douche au savon, il est plus pratique et moins sec. »
2 arguments purement fonctionnels. Le choix est rationalisé. Pas de parfum, pas de tradition, juste de l'efficacité. C'est ça. Et cette optimisation, elle atteint son sommet avec l'hygiène dentaire. L'exemple pour se brosser les dents est un mini-manuel de santé publique. Ah oui, celui-là est très parlant. Il se brosse les dents pendant 2 minutes, comme la dentiste le conseille. On a l'action, la durée optimale et la validation par une figure d'autorité médicale. C'est plus qu'un exemple, c'est une prescription, hein. Absolument. C'est une forme de transmission de normes sociales. Le guide n'apprend pas seulement à dire se brosser les dents, il apprend comment bien se brosser les dents. Selon les standards français contemporains. C'est ça. La langue est un véhicule pour les normes collectives. Bon, une fois propre et les dents brossées selon les règles, il faut s'habiller. Et là, la source oppose le pantalon à la jupe. Avec, j'imagine, une justification tout aussi pragmatique. Évidemment, je préfère les pantalons aux jupes, ils sont plus pratiques pour courir. On sent la personne qui a souvent besoin de courir pour rattraper son bus. Le vocabulaire du quotidien, c'est aussi le vocabulaire de l'urgence, en fait. C'est tout à fait ça. Le vêtement est présenté sous l'angle de sa fonction, de la mobilité. Ça dessine l'image d'un corps en mouvement, d'une vie active. Et ça continue avec les accessoires. Prenez la ceinture. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la ceinture? L'exemple d'une simplicité désarmante. Je mets ma ceinture noire pour que mes pantalons ne tombent pas. Ils sont trop larges. Le mot n'est pas là pour le style. Non, il est là pour résoudre un problème. Pas un mot sur la couleur qui s'accorde avec les chaussures. C'est le langage-outil par excellence. On est prêt, habillé, et on arrive au moment que beaucoup considèrent comme le pilier de la matinée. Le petit déjeuner. Le fameux petit déjeuner. L'expression « prendre le petit déjeuner » est introduite avec un exemple qui, pour la première fois peut-être, n'est pas centré sur l'individu ou l'efficacité. Oui, l'exemple est: nous prenons le petit déjeuner ensemble, à la table de la cuisine. C'est un moment familial. Et soudain, le rythme change. C'est vrai. Après la course de la préparation individuelle, on nous présente un moment de partage, un rituel collectif. Ce n'est plus seulement de la nutrition, c'est du lien social. Et c'est là que le guide devient le plus prescriptif sur le contenu. On entre dans le dur du cliché, ou de la réalité. Qu'est-ce qu'on a alors? Les boissons classiques, le thé, le jus d'orange et bien sûr le café, avec la nuance importante entre café crème et café noir. Cette nuance est cruciale. Ce n'est pas juste du vocabulaire, c'est un code social. Savoir la différence, c'est savoir commander au comptoir, quoi. C'est une clé d'intégration. Et le pilier du repas. Le véritable pilier, selon la source, c'est le pain. Et plus précisément, la tartine. Et ce choix de mots, il est extrêmement révélateur. Ah oui? Pourquoi la tartine et pas, disons, le croissant, qui est le symbole international du petit déjeuner français? Exactement. Et c'est ça qui est fascinant. Le croissant, c'est l'imaginaire touristique. La viennoiserie du dimanche, de l'exception. C'est la carte postale. Voilà. La tartine, cette simple tranche de pain avec le beurre et la confiture, c'est la réalité humble, quotidienne, familiale. En choisissant la tartine, le guide ancre l'apprenant dans le réel. Il lui dit « Voici ce que les gens mangent vraiment chaque jour ». Et l'exemple est très sensoriel. Elle tartine le pain avec du beurre et de la confiture. C'est son plat préféré. On visualise le geste. Tout à fait. Mais le guide n'est pas naïf. Il sait que ce modèle traditionnel est concurrencé. Il introduit l'alternative, les céréales. Et la justification, c'est la même que pour la douche, j'imagine. Exactement la même. Je mange des céréales au lait le matin, c'est rapide et parfait pour les jours pressés. On retrouve cette tension fondamentale entre la tradition du repas partagé et les contraintes de la vie moderne. Et face à cette tension, la source prend clairement parti. Elle ne se contente pas de décrire, elle juge. Il y a une phrase qui sonne comme un avertissement solennel. Laquelle? Certaines personnes skippent le petit déjeuner. C'est mauvais pour la santé. L'utilisation du verbe anglais « skitter » est ici très, très parlante. C'est vrai? Pourquoi ne pas utiliser sauter le petit déjeuner? Parce que skipper connote une pratique moderne, importée probablement du monde anglo-saxon, qui vient rompre avec la tradition locale. L'usage d'un mot étranger sert à marquer cette pratique comme étant elle-même étrangère à la culture française. C'est une manière subtile de dire que le vrai petit déjeuner français, on ne le skippe pas. Le message est clair. Ce repas est une institution sanitaire et culturelle. Le négliger est une double faute, contre sa santé et contre la tradition. Le petit déjeuner est donc terminé, l'attention est posée, on arrive aux toutes dernières actions avant de quitter cet univers domestique. La source nous donne des verbes d'organisation. Ranger, préparer. Des verbes de mise en ordre.
Oui, et les exemples sont de véritables conseils pratiques, des life hacks. On a rangé les vêtements sales dans le panier à linge et mon préféré, préparer le petit déjeuner la veille économise du temps. Ce sont les gestes qui permettent de contenir le chaos domestique avant de s'exposer au chaos extérieur. La routine matinale apparaît ici comme une séquence d'actes logiques qui construisent une sorte de bouclier, une préparation pour affronter la journée. Et toute cette mécanique tend vers un seul but. Un seul verbe final, oui, Sortir, le grand départ. c'est ça. Et l'exemple qui clôt la séquence est la clé de tout ce qui précède. Il faut sortir à 8h30 pour arriver au travail à 9h. Le trafic est fort. Cette phrase recontextualise toute la routine. Tout à fait. Pourquoi se lever à une heure précise? Pourquoi prendre une douche rapide? Pourquoi tout préparer la veille? Tout ça est conditionné par un impératif extérieur, être au travail à 9h en dépit des embouteillages. L'organisation de la sphère privée est entièrement au service des exigences de la sphère publique. C'est la phrase qui boucle la boucle. Exactement. La routine n'est pas une fin en soi, c'est une machine complexe, optimisée, dont l'unique objectif est de nous livrer à l'heure au monde du travail. C'est une vision assez disciplinée de la vie. Absolument. Cette liste de mots, en apparence anodine, nous a raconté le passage quotidien d'un état intime et privé, le sommeil, les petites manies, à un état social et productif. C'est la chorégraphie d'une transformation. C'est une très belle image. En y repensant, ce qui aurait pu être une simple énumération s'est révélé être le script d'un rituel incroyablement riche. On y a vu des habitudes culturelles fortes, comme la primauté de la tartine, des reflets de la vie moderne, comme la dictature de la douche rapide. Et des injonctions sociales et sanitaires. Oui, comme ce fameux brossage de dents de 2 minutes. La langue du quotidien est décidément tout sauf banale. C'est une excellente synthèse. Et pour prolonger la réflexion, on pourrait se poser une dernière question. Je vous écoute. Cette source, très bien faite, se concentre logiquement sur les actions, les objets, le tangible. Mais qu'en est-il de l'impalpable? Des sensations qui tissent l'expérience du matin. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Quel vocabulaire utiliserait-on pour décrire les odeurs si particulières d'un matin en France? Celle un peu âcre du café fort ou celle délicieuse du pain frais qui s'échappe d'une boulangerie de quartier? Ou les sons? Ou les sons, le fond sonore d'une matinale à la radio, le bruit de la circulation qui s'intensifie. Cela nous rappelle que même la liste la plus détaillée n'est qu'un point de départ. Derrière les mots des actions, il y a tout un univers sensoriel, toute une atmosphère qui reste à explorer. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on a sur la table une pile de notes de grammaire. Ça peut paraître un peu scolaire, mais le thème, c'est la routine matinale en français. Un classique. Un grand classique. Et notre but, ce n'est pas de faire un cours, mais plutôt de décortiquer ça, de voir comment derrière ces règles se cache une façon de raconter les choses. Exactement. On va essayer de comprendre comment construire les phrases, bien sûr, mais surtout pourquoi la langue française nous oblige à être si précis sur nous-mêmes dès le réveil. C'est tout à fait la bonne approche. Parce que ces règles, on peut les voir comme des contraintes, c'est vrai? Oui, un peu. Ou alors, on peut les voir comme des outils de narration. Des outils qui, en fait, forcent une perspective bien particulière. Et la routine matinale, pour ça, c'est le terrain de jeu idéal. On va, si vous voulez, prendre une page blanche, un personnage, et construire son réveil pas à pas. J'aime bien cette idée. Et on va utiliser ces notes pour comprendre la logique profonde de la langue. Pas juste réciter les règles, mais les mettre en action. Parfait. Alors, allons-y. Le commencement. L'action la plus fondamentale. Oui, Dans nos notes, le premier verbe qui revient partout, c'est « se lever ». forcément. On se dit, bon, c'est simple, mais si on y réfléchit, ce petit « se », en fait, il change absolument tout. Ah oui, En anglais, on dit « he gets up », simple. En français, « il se lève ». Pourquoi est-ce qu'on insiste tant sur le fait que l'action revient sur la personne? C'est presque comme si la langue ne nous faisait pas confiance. c'est une observation géniale. Ce « se », c'est ce que j'appellerais la marque de l'introspection grammaticale. J'aime bien le terme. Ça signale que le sujet est à la fois celui qui fait l'action et celui qui l'a subie, l'agent et le patient. D'accord. Il n'est pas juste en train de se mettre debout. Non, il est en train de se lever lui-même. Prenez la comparaison sain. Il lève la main. Ah oui, Là, l'action, elle va vers l'extérieur, vers un objet, la main. Avec ce « lever », l'action est un cercle fermé. c'est ça. Ça a l'air technique, mais en fait, c'est presque philosophique. Et pour plein d'actions du quotidien, se laver, s'habiller, se coiffer, le français exige cette précision.
Et ça va plus loin que les actions physiques, non? Je pense à des verbes comme se souvenir Tout à fait. ou s'en aller. Ce n'est pas une action qu'on se fait à soi-même de la même manière. C'est là que ça devient un vrai piège. Absolument. C'est la différence entre les verbes qu'on dit réfléchis, comme se laver, où l'action revient directement sur le sujet, D'accord? et les verbes pronominaux, idiomatiques. Pour se souvenir de quelque chose, le se indique que le processus est interne. C'est une action de l'esprit sur lui-même. Je vois. Et pour s'en aller, là, le se et le en, ensemble, créent un sens totalement nouveau. Partir. On ne peut pas le deviner. Impossible. Il faut le sentir comme une seule unité. Ces notes se concentrent sur les verbes d'action, mais c'est une porte d'entrée sur toute une dimension de la langue. D'accord, donc on a notre personnage. Il se lève. La phrase est correcte, mais bon, elle est un peu sèche, quoi. Un peu clinique, oui. Pour la rendre vivante, il faut la situer dans le temps. Les notes parlent du temps et de la fréquence. On a les classiques tout à 7 heures, tous les jours. Mais en pratique, est-ce qu'il y a une vraie nuance entre dire il se lève tous les jours à 7 heures et chaque jour il se lève à 7 heures? Excellente question, parce que ça touche au style. C'est ça. Grammaticalement, les deux sont parfaits. Mais tous les jours, c'est plus fluide. C'est l'expression par défaut de l'habitude. Chaque jour, surtout en début de phrase, ça a un effet d'insistance. Presque littéraire. On met un projecteur sur chaque journée. C'est exactement ça. Et il ne faut pas oublier la règle que les notes soulignent, qui est une erreur très fréquente. Ah oui, laquelle? L'article définit pour l'habitude. Il se lève tôt le lundi, ça veut dire tous les lundis. Si on dit il se lève tôt lundi, sans le, on parle juste du lundi qui vient. C'est fou. Ce petit mot, le, ça transforme une action unique en une règle de vie. D'accord, donc notre histoire prend forme. Tous les jours, il se lève vers 7 heures. Bon. Maintenant, il interagit avec son environnement. Il va prendre son café. La phrase de base, il prend son café. Et là, on arrive à un autre point qui, je trouve, est un vrai casse-tête pour beaucoup. L'adjectif possessif. Son café. Ah, le fameux. Le son s'accorde avec café, qui est masculin, et pas avec il. Ça, c'est tellement contre-intuitif quand on vient de l'anglais, par exemple. C'est vrai. C'est quoi la logique? La logique, c'est que le français se concentre sur les caractéristiques de l'objet, pas sur celles du propriétaire. D'accord. La langue, elle décrit ce qu'elle voit. Elle voit un café, c'est un mot masculin, donc l'adjectif doit être masculin. C'est une perspective très objectale. C'est très différent de l'anglais. Complètement. L'anglais avec is coffee ou her coffee se concentre sur le propriétaire. Le français, lui, se concentre sur la propriété. C'est pour ça que les notes insistent tant sur l'exemple de sa chemise. Oui, c'est un bon exemple. Même si c'est un homme qui la porte, le mot chemise est féminin, donc le possessif doit être féminin. Ça. C'est une gymnastique mentale au début, mais une fois qu'on a saisi cette philosophie, ça devient naturel. Et pour rendre la scène plus vivante, on peut ajouter des adjectifs. Les notes parlent de la place de l'adjectif, en général après le nom. Il prend son café chaud. C'est la règle de base, oui. Mais elle parle aussi d'exceptions comme un beau miroir. Ça a l'air un peu chaotique, non? On pourrait le croire, mais il y a une tendance. Ah! Les adjectifs objectifs, descriptifs, la couleur, la forme, la nationalité, ils se placent après. Une table ronde, un livre français. Non. Eux, ils se placent souvent avant. Comme si l'opinion venait avant le fait. C'est un peu ça. Et pour compliquer un peu les choses, certains adjectifs changent de sens selon leur place. Un homme grand, c'est sa taille. Un grand homme, c'est son importance. Ah oui, c'est subtil. C'est le genre de subtilité qu'on peut explorer quand on creuse un peu, au-delà de la règle de base. Donc, si on combine tout ça, on pourrait dire, d'abord, tous les jours il se lève vers 7 heures. Voilà. Ensuite, il prend son café noir dans sa grande tasse blanche. Là, on commence à avoir une image, une ambiance. Exactement. Les règles de grammaire, ce ne sont plus des lignes dans un tableau. Ça devient des coups de pinceau. D'abord, ensuite, puis que les notes listent. Oui. C'est le fil qui coud ces images ensemble. C'est ce qui en fait une séquence, une histoire. Sans eux, on a juste une liste de faits. Une simple liste. Avec eux, on a une narration qui se déroule. On peut même créer de la complexité avec « pendant que ». Pendant qu'il boit son café, il regarde des nouvelles. Là, on a deux actions en même temps. La grammaire nous donne les outils pour gérer des réalités plus complexes, en fait. C'est ça. Mais bon, la vie, ce n'est pas toujours une suite d'affirmations. Parfois, la routine se casse. Il ne prend pas de café. Bien sûr. Les notes abordent la négation avec le fameux « ne pas ». Il ne prend pas de café. Et là, on tombe sur un autre détail qui tue.
Pourquoi 2 cafés et pas du café? Ah, le fameux 2 de la négation. Un point crucial. Expliquez-nous ça. Dans une phrase affirmative, on dit « il prend du café ». Du est un article partitif. Il indique une partie d'un tout. D'accord. Mais à la forme négative, la logique française considère que l'absence d'action annule en quelque sorte l'existence de l'objet dans la phrase. La quantité devient nulle. Ah, c'est pour ça? Et la langue marque cette nullité en remplaçant l'article partitif du, de la, des, par la simple préposition de. Il n'a pas de chance. Elle ne mange pas de viande. C'est une règle très, très systématique. C'est fascinant de voir qu'il y a une sorte de logique philosophique derrière. Ce n'est pas juste arbitraire. Pas du tout. Bon, parlons de l'interaction. On veut poser une question sur la routine de quelqu'un. Les notes présentent l'inversion. Vous levez-vous tôt. Soyons honnêtes. Si je pose cette question dans un café à Paris, on va me regarder bizarrement, non? On va peut-être penser que vous sortez d'un roman du 19e siècle, oui. C'est un peu ça. L'inversion est très, très formelle. On la trouve à l'écrit, dans des discours, ou quand on veut marquer un grand respect. Dans la vie de tous les jours, personne ne parle comme ça. Alors on fait comment? Les notes mentionnent « est-ce que » qui est la solution passe-partout. Est-ce que vous vous levez tôt? C'est neutre, clair, sans risque. C'est la solution de sécurité. Voilà. Mais la vraie conversation, celle de la rue, c'est souvent la troisième méthode. Une phrase affirmative, mais avec l'intonation qui monte à la fin. Vous vous levez tôt, c'est la plus simple et, de loin, la plus courante. Connaître les trois, c'est comprendre la différence entre la langue des livres et la langue de la vie. Exactement. Entre la langue de Molière et celle du métro. C'est une distinction clé. Et enfin, pour l'interaction, il y a l'ordre ou le conseil. Lève-toi, lavez-vous. L'impératif. Les notes pointent ce fameux trait d'union. C'est juste une convention d'écriture ou c'est un vrai rôle? Ça a un vrai rôle à la fois phonétique et grammatical. À l'impératif affirmatif, le pronom est placé après le verbe. Du coup, il devient tonique, on l'accentue. Lève-toi. Ah, d'accord. Le trait d'union, il lie visuellement le verbe et ce pronom pour en faire un seul bloc de commande. C'est logique. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à la forme négative, tout change. Comment ça? Le pronom revient à sa place normale, avant le verbe, et le trait d'union disparaît. Ne te lève pas. Le pronom redevient atone, non accentué. La présence de ce petit trait change tout le rythme de la phrase. C'est incroyable. La complexité qui se cache dans des détails pareils. N'est-ce pas? Bon, si on fait le bilan de tout ça, on est parti d'une série de règles de grammaire un peu arides. Mais on arrive à une conclusion beaucoup plus large. Oui. Pour raconter une simple routine matinale en français, on est obligé de faire des choix que d'autres langues ne nous imposent pas. C'est vrai. On doit préciser si l'action est réfléchie, on doit accorder le possessif avec l'objet, choisir un registre de langue pour poser une question. Ce n'est pas juste appliquer des règles, c'est presque sculpter une réalité avec une précision quasi obsessionnelle. C'est la synthèse parfaite. Ces outils grammaticaux sont en fait des outils de mise en scène. La pratique, comme le disent les notes, ça ne consiste pas à répéter des conjugaisons bêtement. Non. Ça consiste à s'habituer à cette mise en scène. C'est apprendre à penser avec cette précision, à faire de ses choix une seconde nature, pour que le récit coule de source, quoi. La maîtrise, c'est quand on ne pense plus à la règle, en fait. C'est ça, quand on ne pense plus à sa chemise, mais qu'on voit juste la chemise et que ça s'impose comme une évidence. On a transformé une leçon de grammaire en une leçon de narration. Exactement. Et ça soulève une dernière question, une pensée pour la route. Je vous écoute. On a vu comment la structure de la langue française nous force à décrire nos actions avec une conscience particulière. Le fait de dire « je me lave » et pas un équivalent de « I wash », ça nous rappelle constamment qu'on est à la fois le sujet et l'objet de nos gestes les plus simples. C'est une belle idée. Alors, la question à se poser n'est peut-être pas seulement « comment je décris ma routine en français ?» mais plutôt « est-ce que le fait de devoir utiliser cette structure grammaticale au quotidien, est-ce que ça ne change pas subtilement la perception qu'on a de soi-même, de sa place dans le monde? La langue qui façonne la pensée. Voilà. La langue ne fait-elle que décrire notre réalité ou est-ce qu'elle participe activement à la construire? Bonjour, aujourd'hui on va se plonger dans une histoire assez particulière qui s'intitule « Lila et son premier matin à Paris ». Bonjour, oui, et ce qui est fascinant, c'est que c'est un récit presque à la minute près. On suit une jeune fille, Lila, pour son tout premier jour d'école, après un déménagement dans la capitale. C'est ça, et l'objectif ici, c'est pas juste de raconter l'histoire, on va s'en servir un peu comme d'une loupe pour décortiquer une routine matinale. Exactement.
parce que derrière chaque petit geste, chaque dialogue, il y a vraiment des enjeux plus profonds. On va parler d'adaptation, de dynamique familiale, d'anxiété. Et de comment les petits rituels, même quand ils sont chaotiques, peuvent finalement nous construire une journée. Et la richesse du texte, c'est vraiment le niveau de détail. Chaque objet, chaque parole, chaque petite angoisse, tout a son importance. On explore vraiment le passage entre l'anxiété de la nouveauté et le réconfort de la routine. Bon, alors commençons par le début, le moment critique, le réveil. Le point de départ de tout drame matinal, bien souvent. Absolument. Alors Lila, elle avait tout prévu. Son réveil rose, bien réglé sur 7h30. Sauf que, Le déménagement, la fatigue, elle se réveille en retard. voilà. Elle ouvre les yeux, il est 8h15. Et là, le texte décrit une panique immédiate, le cœur qui s'emballe. Mais ce qui est frappant, c'est la réaction de sa mère, Sophie. Oui, elle est d'un calme presque déroutant. C'est exactement le mot. Sa fille est en panique et elle prépare tranquillement le café. Elle la rassure. Il n'y a pas de stress apparent de son côté. Et je pense que c'est une stratégie en fait. C'est ce que certains appellent la co-régulation émotionnelle. La mère, elle agit un peu comme un thermostat. L'angoisse de Lila fait monter la température et sa mère, par son calme, la fait redescendre. C'est une très bonne image. Elle ne se laisse pas contaminer par la panique. Non, elle dit en quelque sorte « ce stress est gérable ». Et cette gestion de crise, elle continue tout de suite avec la première épreuve, la salle de bain, qui est bien sûr occupée. Par le frère de 10 ans, Théo, qui prend son temps, qui chante sous la douche. Avec des détails très amusants d'ailleurs, son gel douche à la fraise, ses commentaires sur l'eau qui est parfaite, et là on voit très bien la gestion du temps et de l'espace dans une famille. La mère propose une solution simple. Lila peut se brosser les dents pendant que Théo se douche. Oui, et là encore, on a une avalanche de détails très précis. La brosse à dents bleue de Lila avec un petit ours, son dentifrice à la menthe. Ces détails ne sont pas là par hasard. Ils nous ancrent complètement dans la réalité de la scène. Ils nous font ressentir l'encombrement, la promiscuité, presque la buée sur les murs. C'est vrai. Et Lila, elle essaye de s'accrocher à ce qu'elle peut contrôler. Le texte précise qu'elle respecte les 2 minutes de brossage, mais qu'elle met trop de dentifrice. C'est ça, ouais. C'est sa tentative de maîtriser un tout petit bout de son monde, alors que tout le reste lui échappe. Et puis ce détail du torchon en forme de cœur sur lequel elle s'essuie, c'est la dernière touche de normalité avant l'épreuve suivante. Qui arrive très vite. Direction sa chambre, rose pâle, pour s'habiller. Et là, deuxième drame. La jupe. La jupe de son uniforme qui est froissée. Pour elle, c'est la catastrophe. C'est comme arriver avec une pancarte « Je suis nouvelle et pas organisée ». Et la réaction de la mère, encore une fois, est géniale. Au lieu de se précipiter sur le fer à repasser, elle rit et elle lui sort une phrase incroyable. Ah oui, je l'ai notée celle-là. Elle lui dit « Les Parisiennes aiment les vêtements un peu détendus. C'est brillant, parce que ça dédramatise complètement. » Mais c'est plus que ça. Elle lui donne une clé culturelle. Elle transforme un défaut perçu en une marque d'intégration. Elle lui dit, en fait, tu es déjà comme eux. C'est un recadrage complet de la situation. Mais la crise n'est pas tout à fait finie. Il y a cet épisode avec la ceinture. La fameuse ceinture en cuir marron, un cadeau de sa grand-mère. Voilà. Elle la trouve pas, c'est son frère qui la trouve. Elle l'essaye, elle est un peu serrée, mais elle la garde quand même. Pourquoi c'est important ce détail ? Parce que cette ceinture, ce n'est pas juste un accessoire. C'est ce qu'on pourrait appeler un objet totem. Un lien tangible avec son passé, avec sa grand-mère, dans un moment où tout est nouveau et un peu effrayant. C'est un point d'ancrage. Exactement. Le confort émotionnel qu'elle procure est bien plus important que le petit inconfort physique. C'est un morceau de son identité qu'elle emporte avec elle. Comme ces chaussettes à étoiles, qui sont mentionnées aussi. Tout à fait. Et le dernier acte de cette préparation, c'est sa mère qui lui fait une tresse simple en 5 minutes. Ce n'est pas juste une coiffure, c'est un rituel, un moment de soin qui la calme avant le grand départ. C'est la touche finale de l'armure. C'est exactement ça. Bon, une fois cette armure en place, on passe à la cuisine. Et là, l'ambiance, elle change du tout au tout. On arrive dans un havre de paix. C'est l'œil du cyclone. On quitte le chaos individuel pour un moment de communion. Le petit déjeuner, ici, c'est vraiment un rituel d'ancrage pour toute la famille. Et chacun a son rôle. Le père, Marc, qui lit son journal. Le frère, Théo, avec ses céréales qu'il appelle les crocs sucrés. L'enfance insouciante, oui. Et Lila, elle se distingue avec son café crème sans sucre. C'est presque un rite de passage, non ? Mais oui, c'est sa façon de se positionner comme une préado. D'ailleurs, ça lance toute une conversation un peu drôle sur le maquillage, où le père est un peu à côté de la plaque. Oui, avec son miroir de poche.
On voit bien la dynamique familiale, les taquineries, les souvenirs. Et la mère, encore une fois, qui joue son rôle de médiatrice, qui explique ce qui se fait ou pas au collège. On voit comment la famille s'ajuste, en fait. Et juste avant de partir, il y a un dernier détail que j'aime beaucoup. Lila vérifie son sac et le texte nous dit qu'il est en ordre parce que Théo l'a aidé la veille. Ah oui, Mm. c'est la dualité de la fratrie. Le même frère qui l'agace le matin est aussi celui qui l'a soutenu le soir d'avant. La solidarité de fond. Voilà, elle n'est pas seule. Elle a tout ce système de soutien avec elle. Et maintenant, elle est prête. Ils sortent de l'appartement et là, c'est la rupture avec le cocon. La rue parisienne, les platanes, les gens pressés. C'est l'entrée dans le monde réel, anonyme et rapide. Et c'est dans ce moment de vulnérabilité, à la station de métro, que tout bascule. La rencontre. Le tournant de l'histoire. Elle voit une autre fille, Marie, qui lit un manga. Et Lila, malgré sa timidité, elle fait le premier pas. Et ça change tout, parce qu'il s'avère que Marie, elle aussi, est nouvelle, dans la même école. C'est la fin de la solitude. D'un coup, elle n'est plus la seule nouvelle au monde. Et leur conversation qui suit, elle est très révélatrice. Oui, c'est une création de lien social en accéléré. Elles comparent leur routine, le café crème de Lila contre le thé à l'amande de Marie, la tresse de la mère contre le gel à la vanille. Elles se jaugent, elles se reconnaissent. C'est ça. Et Marie devient tout de suite un miroir, mais aussi un guide. C'est elle qui lui donne les indications pour l'école. D'un coup, la ville angoissante devient un parcours fléché à faire à deux. L'inconnu est apprivoisé. C'est une transformation psychologique énorme en l'espace de quelques minutes. Elles arrivent finalement devant l'école, Marguerite Yourcenar, à 8h55, juste à temps. Et là, on pourrait s'attendre à une nouvelle source de stress. L'enseignante, l'autorité. Et non. L'accueil est, encore une fois, d'une bienveillance remarquable. L'enseignante, Madame Dubois, elle ne la gronde pas du tout. Au contraire, elle la rassure, elle normalise son retard. C'est un message très fort qu'elle lui envoie. Ici, tu as le droit à un temps d'adaptation. L'école n'est pas un lieu de jugement. Et la bienveillance ne s'arrête pas là. Il y a le message de bienvenue au tableau, mais surtout, le coup de génie de l'histoire, c'est la leçon du jour. Ah, la conclusion est parfaite. La leçon porte sur les verbes réfléchis. Et l'enseignante fait le lien immédiatement avec ce que Lila vient de vivre. Oui, elle dit « se lever, se laver, s'habiller ». Et elle ajoute « tu en as déjà utilisé ce matin, Lila ». C'est un moment de validation incroyable pour elle. C'est même plus que ça. C'est une réappropriation. Tout le chaos, le stress de sa matinée, ce n'est plus un échec personnel, ça devient le sujet même de l'apprentissage. Sa vie réelle est transformée en savoir. Son expérience a de la valeur. Exactement. C'est comme si on lui disait « ce que tu as vécu ce matin, c'est pertinent, c'est même le point de départ de ce qu'on va apprendre ensemble ». C'est extraordinairement puissant. La boucle est bouclée. La journée se termine, elle rentre avec sa nouvelle amie Marie. La nervosité du matin est devenue de l'enthousiasme. Et le dernier geste le soir, c'est de régler son réveil. Correctement cette fois, pour 7h30. Le matin n'est plus une menace. Voilà. L'histoire montre bien que le problème, ce n'était pas la routine. C'était la peur de l'inconnu. Une fois cet inconnu apprivoisé, la routine redevient un cadre rassurant. Elle a non seulement survécu, mais elle y a trouvé une amie et une nouvelle confiance. Ce qui nous ramène peut-être à une question pour nous tous, en fait. Nos propres routines matinales, si on les regardait avec autant de détails, qu'est-ce qu'elles diraient de nous ? C'est une bonne question. Est-ce que ce sont des rituels qui nous donnent de la force ou des courses contre la montre qui nous épuisent ? Quels sont nos petits objets qui nous ancrent, nos ceintures de grand-mère, et comment est-ce qu'on gère nos jupes froissées avant d'affronter chaque nouvelle journée ?